Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. La promotion des femmes dans les postes électifs, un principe consacré par la loi mais qui n'est pas respecté en Mauritanie. Le G17, une alliance de partis politiques de l'opposition en ordre de bataille pour les prochaines élections, créée hier, ce cartel entend former un front contre d'éventuelles fraudes électorales. Procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, les avocats de l'État sénégalais se suivent à la barre avec un objectif, démontrer que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a aucune valeur juridique. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. L'opposition mauritanienne a annoncé hier à Nouakchott la constitution d'une nouvelle alliance pour briguer de nouveaux mandats lors des prochaines élections. Le G17, ce nouveau front de l'opposition, a été mis en place après l'échec de cette dernière dans sa demande de dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'opposition dite radicale estime n'être pas représentée au sein de la CENI. Des Saousidi nous en dit plus. La bataille de l'élection de septembre prochain en Mauritanie s'annonce âpre entre l'opposition et la majorité présidentielle. L'opposition unit ses forces pour assurer une plus grande présence dans les assemblées d'élus. Hier, lors d'une conférence de presse à Nouakchott, les leaders de l'opposition ont signé un accord électoral en vue des élections de septembre. OD a pour objectif de faire aboutir la demande de changement démocratique qui se manifeste avec force dans le pays pour l'avènement d'un état de droit en Mauritanie. D'assurer la plus forte présence de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et des conseils régionaux et municipaux pour faire barrage à toute tentative du pouvoir pour se maintenir. En appelant leurs militants à s'inscrire massivement sur la liste électorale, l'opposition continue de contester la légitimité de la commission électorale chargée de superviser les élections. La commission électorale n'est pas consensuelle. Nous qui constituons la réelle force de l'opposition démocratique n'en faisons pas partie. Nous n'avons même pas été associés pour sa formation et c'est contraire à la loi. Alors que l'opposition scelle une alliance électorale, l'UPR, le parti au pouvoir, a lancé une campagne à Nouakchott et à l'intérieur du pays pour sensibiliser ses militants et sympathisants sur la nécessité de s'inscrire en masse sur la nouvelle liste du Ravel, ainsi barrer la route à l'opposition. La CENI vient d'annoncer sur nos ondes la prolongation de 4 jours des délais de dépôt des listes candidates pour les municipales et régionales et la possibilité pour les électeurs de s'enregistrer à distance. Pour éclairer l'opinion sur ce sujet, nous recevons ce soir M. Mohamed Ahmed Meissidi, directeur des opérations électorales à la CENI. Monsieur le directeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le directeur, pourquoi cette prolongation et cette facilité accordée aux citoyens dans l'enregistrement à distance? Je vous remercie. Et je profite de votre antenne ce soir. Comme vous l'avez annoncé, qu'il y a eu, et je l'ai dit à votre confrère en arabe tout à l'heure, qu'il y a eu une prolongation de 4 jours, donc jusqu'au 17, pour les dépôts des listes candidates aux élections municipales et régionales. Cette prolongation n'est pas un fait du hasard. Comme vous le savez, vous le constatez comme moi, que ce dépôt a été ouvert depuis le 3, mais que jusqu'à présent, la plupart des partis politiques n'ont pas pu ou n'ont pas encore déposé les listes. Il y a eu donc un retard surtout qu'il devait être clôturé demain à partir de minuit. Les raisons à cela, c'est quoi? D'après ces partis,
c'est les difficultés qu'ils ont trouvées dans les constitutions des dossiers, c'est des problèmes internes à eux. C'est pourquoi ils se sont adressés, c'est les partis de l'opposition et les partis de la majorité qui se sont adressés à la Commission électorale nationale indépendante pour demander des facilités pour leur permettre de déposer leurs listes. Après analyse de l'ensemble des arguments avancés par ces partis, la Commission électorale indépendante a jugé nécessaire, compte tenu des difficultés rencontrées, de répondre favorablement à leurs demandes. Dans cet esprit, une délibération du comité de la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui a pris cette décision pour le report de ce dépôt de liste jusqu'au 17. D'où les 4 jours. D'où les 4 jours qui sont accordés. Plus encore, plus de facilité encore, la CENI a permis, a autorisé l'enregistrement sur les listes électorales parce que la CENI a constaté aussi un retard qui est dans l'afflux des populations pour l'enregistrement. Ce retard est dû à plusieurs paramètres, à l'insuffisance de la sensibilisation, aussi bien menée par les partis que par la société civile électrique, ce qui fait que les populations n'ont pas été mobilisées à fond pour venir pour pouvoir s'exprimer à distance. C'est pourquoi ils ont autorisé donner plus de facilité aux citoyens à ce qu'ils s'enregistrent à distance. Mais cet enregistrement à distance est soumis à certaines conditions. Et lesquelles? Il ne peut s'effectuer que dans des centres qui seront ouverts, spéciaux, qui seront ouverts au niveau des capitales régionales. Donc, quelqu'un qui veut s'enregistrer à distance, il n'a qu'à se rendre dans ce centre qui est ouvert au niveau de la capitale de la région. Il se fait enregistrer et là où il veut, dans le bureau de vote où il veut, sur l'étendue du territoire national. Monsieur le directeur, est-ce que la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est-elle prête pour mener à bien le renouvellement du fichier électoral? Je vous remercie. La CENI est prête pour renouveler ce fichier et les délais qui lui étaient fixés, elle était bien capable de remplir cette mission. Parce que déjà, il y a quelques semaines, ces équipes ont été confiées, ces commissions régionales ont été confiées, ils se déploient actuellement sur toute l'étendue du territoire. Ils ont à leur disposition le matériel nécessaire pour l'enregistrement. Ils ont tous les moyens sont à leur disposition et le travail sans relâche, nuit et jour. Mais tout simplement, ce qui manque, c'est l'afflux des populations. Et l'afflux des populations a vu certaines difficultés. Ce sont ces difficultés que je viens de vous dire. À pouvoir leur faciliter l'enregistrement à distance. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame. J'ai reçu sur ce plateau monsieur Mohamed Ahmed Messier, directeur des opérations électorales à la CENI.
Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould Abdel Fattah, et des responsables du géant pétrolier British Petroleum se réunissent pour 2 jours à Londres. Une réunion consacrée à l'exploitation du champ gazier mauritanien. Le ministre examinera avec les représentants de la société britannique le développement du champ gazier, la Tortue Heinim, découvert à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. La législation mauritanienne promeut la participation de la femme en politique. Objectif, donner aux Mauritaniennes plus de visibilité au sein de la sphère politique nationale. La loi en question est contraignante. Elle oblige les partis politiques, opposition comme majorité, à respecter des quotas bien définis au nom de la représentativité. Seulement, voilà qu'à la veille des élections législatives municipales et régionales, le groupe des initiatives de plaidoyer pour la participation politique des femmes proteste contre l'irrespect de la loi. Un commentaire signé Cyril Sidibé. La question de la promotion de l'accès de la femme aux mandats électoraux et aux fonctions électives est un paramètre de bonne gouvernance et de vitalité démocratique. Depuis 2006, l'État mauritanien a mis en place un mécanisme juridique, la loi 2006-29, favorisant la participation de la femme. Cette loi a évolué en intégrant au fur et à mesure des modifications, la loi 2012-034 et plus récemment la loi organique modifiant et complétant toutes les autres dispositions juridiques précédentes, en l'occurrence la loi 2018-008. Celle-ci vient rectifier les insuffisances constatées et apporter plus de correctifs en vue de promouvoir la participation effective et qualitative de la femme en politique. À titre d'exemple, pour les élections à l'Assemblée nationale, les femmes auront droit à un quota minimal de places sur les listes candidates, définies conformément aux indications ci-après. 1. Dans les circonscriptions électorales pourvues de 3 sièges, les listes candidates comporteront au moins une femme candidate, en première ou deuxième position sur la liste. 2. Dans les circonscriptions électorales ayant plus de 3 sièges, exception faite de la liste nationale des femmes, chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Et ce, en tenant compte des 2 principes suivants. Article 2. Pour les élections régionales, les femmes auront droit à un quota minimal de places sur les listes candidates définies conformément aux indications ci-après. Cette nouvelle législation constitue donc un pas important vers la parité en politique. C'est une très grande avancée sur le plan politique et sur le plan de la participation des femmes. Pour les élections législatives, par exemple, mais c'est valable pour les autres élections, c'est-à-dire pour les élections maintenant régionales, pour les élections municipales. Les femmes sont dans une situation désormais, je ne dis pas d'être suivies par la loi, puisqu'on leur garantit que si les hommes occupent une position, elles doivent nécessairement occuper les positions suivantes. Et les positions qui sont les siennes doivent être des positions gagnantes. Mais comme souvent, c'est au niveau de l'application des textes que surgissent les difficultés. Le groupe des initiatives des plaidoyers pour la participation politique des femmes, GI3PF, issu de la société civile, parle quant à elle de recul de la femme. Le groupe se base sur la présence de la femme au sein des différentes listes des partis politiques pour les élections à venir. Comme toutes les femmes, j'ai été un peu quand même surprise pour ce qui nous est arrivé, le recul, parce que depuis longtemps nous sommes en train de nous battre pour que la femme soit présente sur la scène nationale politique. Il y a eu des avancées, sinon il y avait eu des avancées, on était très contents, mais malheureusement cette fois-ci on a l'impression que c'est le contraire qui s'est passé. Par exemple, la liste nationale, elle continue, mais le mécanisme qui faisait que la femme pouvait encore avoir plus de place est pratiquement
pour ne pas dire banni, mais en tout cas, il y a eu un recul par rapport à cela. Il y a 4 femmes pour la députation, on n'a pris qu'une seule femme. Au Taga, il n'y a plus de femmes. On n'a pas présenté de femmes. La participation intégrale de la femme dans toute la sphère politique nationale est plus qu'un impératif de respect des engagements nationaux et internationaux de notre pays. C'est plutôt une exigence morale et de développement. Contrairement à une nouvelle diffusée hier par le quotidien de Dakar et largement relayée par la presse sénégalaise, la Mauritanie n'a pas fermé sa frontière avec le Sénégal. Au plan administratif et formel, aucun changement légal n'a été apporté aux règles régissant la traversée du fleuve Sénégal, frontière naturelle entre les deux pays sur plus de 700 km. Ainsi, les points de passage officiels au nombre de 35 sur tout le territoire mauritanien restent ouverts. Ce sont les seuls points de passage qui sont autorisés pour la traversée du fleuve qui sépare les deux pays. Ces points ont été mis en place pour éviter la porosité de la frontière dans un contexte régional marqué par une insécurité grandissante. Selon Libération, au quotidien de Dakar, ce sont les points de passage non officiels qui sont fermés. Une mesure saluée selon le journal par le Sénégal. Une nouvelle qui vient tout juste de nous parvenir, une nouvelle alliance vient de naître entre l'APP, l'Alliance populaire progressiste de Massoud Boulkhair, et un parti dénommé TAJ. Les deux partis vont coordonner leurs actions en vue des prochaines élections municipales, régionales et législatives. Nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, candidats malheureux de 2013, sont de nouveau en lice pour le scrutin présidentiel au Mali prévu le 29 juillet. Une élection censée relancer l'application de l'accord de paix de 2015, un récit signé Sil Ahmed Beidilatou. La campagne présidentielle au Mali a démarré samedi dernier avec des affiches collées dans les rues de Bamako et des meetings sont organisés par le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et du chef de l'opposition Soumaïla Cissé. Un autre candidat, l'homme d'affaires Aliou Diallo, qui a reçu vendredi dernier le soutien du shérif Bouya Aïdara, un dirigeant religieux musulman très respecté et très influent. L'ancien fonctionnaire international Hamadou Touré lui a prévu de faire une campagne ambulante à travers la ville de Bamako. Les candidats ont signé un code de bonne conduite visant à éviter du trouble dans le pays. La sécurité a été renforcée pour cette campagne, durant laquelle plus de 30 000 membres des forces de sécurité et de défense vont être mobilisés. De son côté, la communauté internationale, présente notamment avec la mission de l'ONU au Mali, et la force française Barkhane attend beaucoup de ce scrutin, et notamment de relancer l'application de l'accord de paix signé en mai-juin 2015, qui cumule le retard. La MINUSMA, qui a acheminé ces dernières semaines, le matériel électoral s'est engagé à transporter les candidats qui le souhaitent dans les zones échappant au contrôle du gouvernement, en particulier dans le nord du pays, fief de l'ex-rébellion à dominante Touareg. L'Union européenne a déployé cette semaine un premier groupe de 20 observateurs dont les effectifs doivent atteindre 80 pour le jour du scrutin. Au tribunal de Dakar, c'est le 3e jour du procès en appel de Khalifa Sall. En première instance, le maire de la capitale sénégalaise a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie. Depuis lundi, la défense demande un renvoi pour récupérer dans son intégralité l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Cette cour a estimé fin juin que le procès en première instance de Khalifa Sall n'avait pas été équitable. Désormais, les avocats de l'État se suivent à la barre avec un objectif, démontrer que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a aucune valeur juridique. Hamaoullah Djekana nous en dit plus. La Cour a suspendu le procès et mis en délibéré la décision sur la demande de la défense pour une libération d'office de Khalifa Ababakar Sall, a affirmé Maître Boubacar Cissé, un avocat de l'État du Sénégal, et Maître Mohamed Seydou Diagne, un des avocats du maire de Dakar. La défense de l'édile réclame sa libération d'office
suite à l'arrêt rendu le 29 juin par la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Pour la défense, cette décision s'impose à la justice sénégalaise et annule la condamnation. De son côté, l'État fait une toute autre interprétation de l'arrêt de la Cour de la CEDEAO qui ne concerne pas le fond et ne remet nullement en cause l'autorité de la chose jugée. Accusé d'avoir profité de ses fonctions pour détourner 1,8 milliard de francs CFA de la régie d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall avait été déclaré coupable en première instance d'escroquerie aux deniers publics, faux et usage de faux dans des documents administratifs. Un jugement qualifié de politique par les soutiens de l'édile qui accuse le pouvoir de chercher à éliminer l'opposant de la course à la présidentielle prévue en février 2019. Le président américain Donald Trump a affirmé aujourd'hui qu'il croyait en l'OTAN malgré ses critiques répétées sur le financement de l'Alliance pendant un sommet de 2 jours à Bruxelles qui a semé le trouble sur l'engagement des États-Unis. Le président américain n'a cessé de réclamer aux Européens, à l'Allemagne en particulier, d'accroître leurs dépenses militaires afin de respecter leurs engagements de les porter à 2% de leur PIB. Le président américain a plutôt préféré saluer les immenses progrès obtenus selon lui dans leurs engagements financiers. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Avant de nous quitter, tout de suite le rappel du sommaire. La promotion des femmes dans les postes électifs, un principe consacré par la loi, mais qui n'est pas respecté en Mauritanie. Le G17, une alliance de partis politiques de l'opposition en ordre de bataille pour les prochaines élections, créé hier, ce cartel entend former un front contre d'éventuelles fraudes électorales. Procès du maire de Dakar, Khalifa Sall. Les avocats de l'État sénégalais se suivent à la barre avec un objectif, démontrer que l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a aucune valeur juridique. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en compagnie de vos programmes sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV. Très bonne soirée à tous.